Pour cette dernière vidéo de cette série, on va aborder une notion très importante pour les applications, qui est celle des intervalles de confiance. Avec ces intervalles de confiance, construits à partir d'un modèle du phénomène aléatoire que l'on étudie, modèle continu ou modèle discret, eh bien, on pourra estimer le paramètre inconnu θ par son intervalle de confiance. On pourra comparer le paramètre inconnu θ à une norme et on pourra également comparer θ entre deux populations. En fait, θ sera pour l'essentiel la moyenne ou la variance ou une proportion. Prenons d'abord le problème de l'estimation par intervalle de confiance à proprement parler. Donc, on a notre modèle et on a des n échantillons qui sont la réalisation d'un n-uplet de variables aléatoires indépendantes et qui distribuées de loi apparente x. Et on a d'autre part construit à travers la vidéo précédente l'estimateur ponctuel de θ. Eh bien, construire un intervalle de confiance de θ au niveau de confiance 1 moins alpha, c'est en fait chercher un intervalle AB qui contienne le paramètre inconnu θ avec une probabilité qui est au moins égale à 1 moins alpha, égale à la limite. Donc dans cette affaire, l'intervalle, c'est l'intervalle de confiance et le seuil suivant lequel on construit l'intervalle, c'est ce qu'on appelle le niveau de confiance. Pour construire l'intervalle de confiance, eh bien le principe va être de s'appuyer sur une fonction du n-uplet x1, x2, xn, de l'estimateur ponctuel Tn de x1, x2, xn et de θ, une fonction donc des xi et des θ, telle que cette fonction ne dépende pas en fait de θ, c'est-à-dire telle que pour cette fonction, on puisse utiliser des tables qui puissent permettre de trouver en fait pour h un intervalle de confiance U1, U2. Cette fonction a un nom, c'est ce qu'on appelle une fonction pivotale pour θ. Si en fait on arrive à construire pour cette fonction h un encadrement U1, U2, eh bien alors par résolution inverse par rapport à θ, des doubles inégalités U1 inférieur ou égal à h et h inférieur ou égal à U2, on arrivera à ce moment-là à trouver l'encadrement cherché de θ. Notez que pour le second membre ici, il faut comprendre G2 et non pas G1, bien sûr les bornes sont différentes. C'est cela qui formera donc l'intervalle de confiance cherché. En fait, ces fonctions pivotales pour θ ne sont rien d'autre que les distributions d'échantillonnage qui ont fait l'objet d'une précédente vidéo. On va montrer maintenant comment cette estimation par intervalle de confiance se met en œuvre pour une moyenne, une variance, puis une proportion. Prenons le cas d'abord de la moyenne et de la variance. On va s'intéresser à la taille en centimètres des enfants de 4 à 14 ans dans une ville donnée. Et pour cela, on va considérer un échantillon de taille 30 de ces tailles, c'est-à-dire un ensemble de données petit t1 d'ici. On va supposer que la taille, grand T, peut être modélisée par la loi normale. Et la question, c'est d'estimer la moyenne et la variance inconnue de T au niveau de confiance 95%. Réponse? Eh bien, on peut calculer à partir des TI les estimateurs ponctuels de petit m et de sigma 2, et ceci à travers les formules données par le théorème de la moyenne et de la variance empirique présentées dans une précédente vidéo. Donc pour cela, je calcule sigma des TI, je calcule sigma des TI carré, et j'obtiens donc T bar, et d'autre part l'estimateur de la variance, estimateur corrigé, n sur n-1 sigma échantillon carré. Se référant maintenant aux distributions d'échantillonnage, eh bien nous savons que T bar moins m sur S sur racine de n suit la loi de Student à n-1 degré de liberté. Ce qui, dans le cadre de notre problème, se résume en disant que T bar moins n sur S30 sur racine de 30 suit la loi T29.
Par lecture dans la table de la loi de Student, du seuil T alpha, tel que probabilité que valeur absolue de T inférieure ou égale à T alpha égale 95%, on en déduit donc, pour T29, l'encadrement moins 2,045 plus 2,045. Et comme T29 est égal à T bar moins M sur S sur racine de N, nous avons donc cet encadrement. Ce qui va me permettre d'avoir l'encadrement de M. Et donc l'intervalle de confiance cherché, qui est T bar moins 2,045 S30 sur racine de 30, T bar plus 2,045 S30 sur racine de 30. À partir de la valeur numérique de S30, que nous avons calculé précédemment, on a donc numériquement l'intervalle de confiance de la moyenne, qui en l'occurrence ici est 100,6, 122. On va maintenant raisonner de même pour la variance. N-1 S2 sur sigma 2 suit la loi du qui 2 à N-1 degré de liberté. Donc, avec les données que nous avons, la loi N-1 S30 carré, enfin 29 S30 carré sur sigma 2, si la loi du qui 2 à 29 degrés de liberté. Par lecture dans les tables, eh bien on peut chercher les seuils A et B tels que qui 2 inférieur à avec la probabilité 0,025 et qui 2 inférieur ou égal à B avec la probabilité 0,975, ce qui nous assure que qui 2 est compris entre A et B avec la probabilité 95%. Nous trouvons immédiatement les seuils 16,047 et 45,722. Ainsi, qui 2 est compris entre 16 et 45 à 95%. Comme qui 2 c'est N-1 S2 sur sigma 2, nous avons donc les encadrements de 29 S30 au carré sur sigma 2 à 95%. Et en inversant, nous avons donc l'intervalle de confiance cherché de sigma 2. Sigma 2 est compris entre 29 S30 au carré sur 45 722 et 29 S30 au carré sur 16 47. Ce qui numériquement, à partir de la valeur de S30 que nous avons précédemment calculée, donne l'encadrement suivant de la variance. En prenant les racines, on a donc l'encadrement de l'écart type, standard deviation, qui est 22 774, 39 746, qui est donc l'encadrement de l'écart type de la taille des enfants en centimètres. On va maintenant montrer un exemple relatif aux proportions. Et pour cela, on va s'intéresser à la proportion inconnue de la naissance de garçons dans une population. On a un ensemble de données qui sont qu'à partir de 2424 naissances, eh bien nous avons dénombré 1270 naissances de garçons et a fortiori 1154 naissances de filles. Eh bien à partir de cet élément, on va se proposer de construire au niveau de confiance 95% un intervalle de confiance pour P. Ici encore, on va utiliser les distributions d'échantillonnage précédemment présentées. Ainsi, Fn-P sous racine de PQ sur N converge en loi vers la loi normale sans très réduite, sachant que Fn est la fréquence observée du caractère C, c'est-à-dire le nombre de fois où le caractère C est observé divisé par N. Si je cherche dans la table de la loi normale sans très réduite le seuil, tel que P que valeur absolue que U de U inférieur ou égal à T alpha égale 95%, j'ai donc T alpha égale 1,96. Et ainsi, U, qui est Fn-P sous racine de PQ sur N, est compris entre moins 1,96 et plus 1,96 à 95%. Nous avons donc cet encadrement. Ce qui permet aussi d'avoir un encadrement de P. P est compris entre Fn moins 1,96 racine de PQ sur N, Fn plus 1,96 racine de PQ sur N. C'est l'intervalle de confiance de la proportion ainsi cherchée. Il y a toutefois un petit problème, c'est que au bord de l'intervalle, nous avons des inconnus puisque P n'est pas connu. Pour résoudre ce problème, eh bien, nous pouvons utiliser trois méthodes.
D'abord, la méthode exacte. Alors, je rappelle, avant de procéder aux applications numériques, que Fn est ici égal à 0,5239, puisqu'il y a 1270 naissances de garçons et 2424 naissances considérées. La méthode exacte, eh bien l'intervalle de confiance s'écrit en fait P moins Fn au carré inférieur ou égal à 1,96 au carré P1 moins P sur N. C'est-à-dire en fait un trinôme du second degré en P dont je cherche en fait l'ensemble des solutions qui satisfont au signe négatif ou nul de ce trinôme, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de P comprises entre les racines. Le calcul des racines par un solveur sur Excel par exemple me donne immédiatement les réponses 0,504, 0,504, 0,5437, réponses qui forment l'intervalle de confiance cherché. Autre méthode, eh bien, elle consiste, dans les bornes de l'intervalle, à approcher P par la valeur la plus proche dont on dispose, c'est-à-dire son estimateur ponctuel Fn. Et donc, à partir de l'intervalle, Fn moins 1,96 Fn à moins Fn sur N, en racine, et le second membre que voici. L'application numérique donne immédiatement ce résultat, qui est identique au résultat trouvé par la méthode exacte. Enfin, troisième méthode, eh bien, elle consiste à approcher Fn plus ou moins 1,96 racine de Pq sur N par Fn plus ou moins 1,96 racine du max de Pq sur N. Max de Pq qui est égal à 1 quart quand P est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire finalement à considérer un intervalle qui est légèrement plus grand que l'intervalle théorique, mais dont l'approximation est évidemment très simple à mettre en place. Eh bien, si je forme la valeur numérique pour cet intervalle, avec n égale 2424, je trouve immédiatement cet intervalle. En définitive, sur l'exemple proposé, je m'aperçois que les trois méthodes, la méthode exacte et la méthode approchée, donnent des résultats quasi identiques. Et c'est d'autant plus explicable que la valeur de n est grande. Cet exemple nous conforte dans l'intérêt majeur des méthodes approchées pour obtenir en fait une bonne solution dans l'approximation de P. On va maintenant regarder comment, à partir de l'intervalle de confiance, on peut répondre à un problème de conformité. Et pour cela, on va se poser la question de l'uniformité des naissances entre les garçons et filles. Peut-on considérer, à travers l'expérience qui a été menée sur les 2424 naissances, qu'il y a autant de naissances de garçons et de filles dans la population, et ce, au niveau de confiance 95%. C'est-à-dire, peut-on considérer que la probabilité P0 égale 0,5 fait partie finalement de l'intervalle de confiance de P? Eh bien, cette valeur n'appartient pas ici à l'intervalle de confiance de P que nous avons établi. Par conséquent, on peut donc rejeter l'hypothèse suivant laquelle P égale P0. Et pour ce rejet, le risque d'erreur est de 5%. On peut aller plus loin en regardant en fait la mesure de l'éloignement de P0 égale 0,5 par rapport aux bornes de l'intervalle. Et donc d'affiner en fait le risque suivant lequel on effectue ce rejet. En P0, Fn moins P0 sur racine de P0 à moins P0 sur N est égal à 2,35. C'est-à-dire que la valeur limite suivant laquelle on rejette l'hypothèse P égale P0 correspond en fait à PQU inférieur à 2,35 égale 0,9812. Voilà en fait quel est le niveau de confiance suivant lequel on rejette en fait à la limite P égale P0. En ce seuil, nous avons donc un risque qui est de 0,0188 que l'on peut comparer au risque de 0,05 que nous avions précédemment admis. En fait,
Cette valeur de 0,0188 forme ce qu'on appelle la valeur P ou la P-value, dont la faible valeur par rapport à 0,05 confirme donc ici la forte présomption en faveur du rejet de l'hypothèse P égale P0 égale 0,05. Dernier exemple, on va maintenant s'intéresser à la comparaison de moyenne et de variance entre deux populations. Pour cela, on va se pencher sur le problème suivant, qui est de vérifier si le climat influence ou non la longueur moyenne des ailes antérieures droites d'une variété de papillons, le Papilioglocus. On va considérer deux régions, l'une l'Alaska de climat très rigoureux, l'autre l'Illinois de climat plus propice. Et au sein de ces deux régions où nous avons le Papilioglocus, on va procéder à la mesure des ailes sur un échantillon de 10 papillons. 10 papillons en Alaska, 10 papillons en Illinois. Ces mesures sont évidemment indépendantes. Et à partir de là, donc on va supposer que la loi, le modèle suivant lequel on peut décrire la longueur moyenne des ailes du papillon, suit une loi normale tant en Alaska qu'en Illinois. En Alaska, loi normale MX sigma X, en Illinois, loi normale MY sigma Y. Et ce qu'on se propose, en fait, de rechercher ici, c'est au risque d'erreur 5%, c'est-à-dire au niveau de confiance 95%, l'égalité ou non des variances entre sigma x ou de l'écart type entre sigma x et sigma y, a-t-on sigma x égale sigma y, et a-t-on mx inférieur ou égal à my, ce qui conforterait l'hypothèse suivant laquelle la rigueur du climat influe sur la longueur moyenne des ailes du papillon. En fait, pour vérifier cette inégalité qui forme en fait le cœur de notre problème, il faut au préalable vérifier l'égalité des variances, ce qui est l'hypothèse d'homoscédasticité, et c'est la raison pour laquelle, avant de se pencher sur la comparaison entre les moyennes mx et my, on va se pencher tout d'abord sur la comparaison entre les variances sigma x et sigma y. Donc pour cela, eh bien d'abord, avant tout calcul, on va calculer en Alaska et en Illinois les paramètres, les estimateurs ponctuels de mx, sigma x, my, sigma y. Donc on a la série de calculs suivante. Pour l'Alaska, pour la distribution x, voici les résultats obtenus. Et pour l'Illinois, voici les résultats obtenus, sachant que les deux échantillons pris dans les deux populations, Alaska et Illinois, sont de taille 10. Donc on retiendra par conséquent x bar égale 41,50, sx carré 4722, y bar égale 48,70, sy carré égale 5, 7, 8, 8, 9. Comparaison entre les variances. Eh bien, nous avons, d'après une vidéo précédente sur les distributions d'échantillonnage, le résultat suivant lequel n-1 S2 sur sigma 2 suit la loi du Qui2 à n-1 degré de liberté. Donc, pour la population X, pour la population Y. Dans ces conditions, le rapport n-1 S2 sur sigma 2 sur n-1 pour X et n-1 S2 sur sigma 2 sur n-1 pour Y, et bien ce rapport suit la loi de Behrens-Fischer-Snedeker à nx-1 et à ny-1 degré de liberté. Or, nous sommes dans le cas où nx égale ny. On peut donc procéder ici à des simplifications de nx et de ny. Si bien que c'est sigma y sur sigma x carré
Sx carré sur sy carré, qui suit la loi de Fisher-Snellecor à nx-1 et ny-1 degré de liberté, sachant que nx égale ny égale petit n. En définitive, si donc pour ce f nx-1, ny-1, qui est en fait f99, je cherche les deux seuils tels que f99 est inférieur à t alpha avec la probabilité 0,975 et f99 inférieur à t alpha avec la probabilité 0,025, ce qui nous assure f99 compris entre le seuil T1 et le seuil T2 avec la probabilité 95%. Si donc dans la table de Fisher-Snellecor, je cherche ces deux seuils, eh bien je trouve comme valeur 4,03 et 1 sur 4,03. C'est-à-dire que f99 est compris entre 1 sur 4,03 et 4,03 à 95%. Or f99, eh bien c'est sigma x carré sur sigma y. C'est sigma y carré, sur sigma x carré, sx carré sur sy carré. Donc finalement, nous avons donc pour le rapport sigma y carré sur sigma x carré l'intervalle que voici ici. Sachant que sx carré et sy carré, nous avons calculé leur valeur précédemment. Donc en définitive, voici quel est l'intervalle de confiance du rapport des variances, ce qui numériquement me donne l'intervalle suivant. Or, si sigma x carré est égal à sigma y carré, eh bien le rapport des variances est égal à 1. Or 1 appartient à l'intervalle de confiance du rapport des variances entre sigma y carré et sigma x carré. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rejeter l'hypothèse suivant laquelle sigma x égale sigma y. Pour la question suivante, on admettra donc sigma x égale sigma y égale sigma. On va donc maintenant comparer les moyennes. Alors, nx-1, sx carré sur sigma x carré, suit la loi qui 2, nx-1. De même pour y. Alors nous savons que quand j'additionne deux lois de qui 2 de paramètres respectifs n1 et n2, eh bien j'obtiens une loi de qui sont indépendantes. J'obtiens une loi de qui 2 à n1 plus n2 degrés de liberté. Par conséquent, la variable nx-1 sx carré sur sigma y carré plus ny-1 sy carré sur sigma y carré suit la loi du qui 2 à nx plus ny-2 degrés de liberté. Par ailleurs, x bar et y bar suivent respectivement la loi normale, plus précisément les lois de moyenne petit n et d'écart type sigma sur racine de n. Et par conséquent, comme elles sont indépendantes, leur différente suit là également la loi normale, dont la moyenne est la différence des moyennes, et la variance, la somme des variances, c'est-à-dire l'écart type, racine de sigma x carré sur nx, plus sigma y carré sur ny. Dans ces conditions, eh bien, la variable que voici au numérateur, qui est en fait la loi normale centrée réduite, divisée par cette variable qui est en fait la loi du qui 2 à nx plus ny-2 degrés de liberté, divisée en fait par le nombre de degrés de liberté de cette dernière, eh bien cette variable suit la loi de Student à nx plus ny-2 degrés de liberté. Or, effectivement, sigma x et sigma y sont inconnus. Et si on restait en l'état actuel des choses, eh bien, les bornes de l'intervalle de confiance comprendraient donc ces paramètres sigma x et sigma y inconnus. Mais si on suppose le mot schélasticité, c'est-à-dire sigma x égale sigma y,
eh bien alors, il va y avoir simplification des sigma x et sigma y dans cette formule. Et comme par ailleurs, on a ici le cas particulier où nx égale ny égale n, tout ce rapport va trouver des simplifications importantes. Ces simplifications sont les suivantes. En fait, x bar moins y bar moins mx moins my sous racine de sx carré plus sy carré par racine de n moins 1, où n est la valeur commune de la taille de l'échantillon, suit la loi de Student à 2n moins degrés de liberté. C'est la simplification qui résulte dans la formule générale du slide précédent. Donc cherchons là encore dans la table, eh bien la valeur du seuil telle que P de T18, puisque n égale 20, est inférieure à T alpha égale 0,05. On trouve immédiatement le seuil moins 1,734, c'est-à-dire que nous avons mx moins my qui est inférieur ou égal à x bar moins y bar moins 1,734, donc plus 1,734, racine de n moins 1, racine de sx carré plus sy carré. Alors, si mx égale my, eh bien à ce moment-là, au niveau de confiance 95%, nous avons mx moins my égale 0, et donc x bar moins y bar plus 1,734 racine de n moins 1 racine de sx carré plus sy carré, positif ou nul, c'est-à-dire x bar moins y bar avec les valeurs numériques précédentes de sx et de sy supérieures à moins 1,8739. Si mx égale my, x bar moins y bar est compris en fait entre 0 et enfin entre moins 1,8739 et 0. Or, avec les données antérieures, c'est-à-dire x bar égale 41,50 et y bar égale 48,70, nous avons x bar moins y bar égale moins 720, pardon. Nous observons que moins 720 est à l'extérieur de l'intervalle x bar moins y bar supérieur à moins 1,8739 qui, au niveau de confiance unilatérale, est conforme à l'hypothèse mx égale my. Par conséquent, on va rejeter l'hypothèse mx égale my au profit de l'hypothèse mx inférieur ou égal à my. Moralité, le climat influence bien le développement de la longueur des ailes du papillon considéré, plus précisément les ailes droites. Donc voici la fin de cette série de vidéos, du moins pour cette année, cette série de vidéos qui accompagnait les cours qui ont été présentés. Eh bien, nous améliorons pour l'année prochaine ce dispositif en complétant peut-être cette série par un ensemble de vidéos qui sont consacrées plus particulièrement à des applications, comme par exemple le contrôle de qualité, comme par exemple les files d'attente, comme par exemple la théorie de l'information, la gestion des stocks, voire même les tests de statistiques, l'analyse de la régression, l'analyse de la variance, mais cela, ce sera pour plus tard. Bon courage et à bientôt.